Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition du 20h sur Canal 2 International. À la une de ce journal, Lions indomptables du Cameroun. Les Camerounais ruminent toujours la déculottée contre la Croatie. 4-0, un score fatal qui laisse inconsolable dans les quartiers et donne lieu à une batterie de propositions pour restructurer l'équipe nationale, le ministère des Sports et de l'Éducation physique ainsi que la Fédération camerounaise. Chronique d'un violent lynchage et dossier complet dans ce journal. Lutte contre la secte terroriste Boko Haram, la communauté musulmane de Douala II se mobilise. Les dignitaires de la dite communauté étaient ce jour autour de Maître Denis Fampou, maire de Douala II, pour élaborer des stratégies de lutte contre cette nébuleuse. Et en santé, une bouffée d'oxygène pour les personnes atteintes de drépanocytose. Le ministre André Mamafouda de la Santé a inauguré ce jour à Douala un centre intégré pour la prise en charge des drépanocytaires. A tout de suite pour le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cameroun 0, Croatie 4, un résultat encore mal digéré par les Camerounais. La ville de Loum, comme les autres du pays, est restée sans voix devant la défaite d'une équipe nationale qui ne cesse de descendre aux enfers. Cathy Touloué-Langa. On a vu le coach passer et le match de hier, on n'a pas vu le coach. On a vu les joueurs qui jouer le ballon. On a vu Moukanjo qui pouvait jouer le ballon. C'est pas bien. Les Salis, tous ces qui peuvent jouer le ballon. Avocat Vincent, quand les contrôles ils vont jouer. Les vieux là, comme l'aspect Kotor qui peut son temps à taper sur son coéquipier, ils vont la peine. Colère, incompréhension, confusion totale. Ces supporters des Lions indomptables ne reviennent toujours pas de la déculottée de leur équipe nationale face à une Croatie restée égale à elle-même. Certains ont perdu le sommeil après la défaite. Le match d'hier m'a vraiment dépassé. Le match d'hier, vraiment, au troisième but, quand on avait marqué le troisième but, j'ai seulement éteint la télévision. Après, j'ai allumé parce que j'étais dépassé. Je n'ai pas dormi avec la défaite du Cameroun. Mais voici que je vais aller à l'hôpital à cause de la défaite du Cameroun. Mon pays, mon beau pays, le Cameroun, au pays de la paix. D'autres crient à l'arbitrage du président de la République. Le score, sans appel, concédé mercredi, relève selon eux d'un malaise profond au sein de notre équipe nationale de football. Comme ils ont décidé qu'ils voulaient leur argent, on les a donné leur argent. Monsieur le président de la République, comme ils sortent dans l'avion là, c'est une fois en prison, ils font au moins 4 jours en prison avant de rentrer rendre compte. Vous avez vu les jeunes gars, comment ils ont secoué la tanière. L'entraîneur là ne mérite rien. Des primes dûment payées, des conditions de travail favorables n'ont pas semblé être la solution pour obtenir une équipe soudée qui pourrait donner le sourire à ces Camerounais avides de sensations fortes. Au début, on disait que les Camerounais ne jouent pas parce que le gouvernement fait c'est là, on ne donne pas leur argent. Mais je crois que tout le compte des gars est vraiment réglé. Pourquoi on joue alors? Avec tout le compte qui est réglé, les gars ne peuvent pas faire quelque chose de bien. La ville de Loum a sombré dans une pâleur sans remède après le résultat de 4-0 face à la Croatie. Une équipe nationale en laquelle tout espoir est d'ailleurs perdu. Et beaucoup promettent de ne pas suivre la rencontre contre le Brésil annoncée. Les Camerounais ruminent encore les temps forts de la rencontre qui a opposé les Lions indomptables du Cameroun à la Croatie. Et bien des temps forts, inoubliables, bien que décevants, ayant marqué par des actes d'anti-jeu qui ont porté un grand coup à l'image du Cameroun. Lui, Roger Noisieux. Il est certes vrai, l'enjeu était capital, très capital d'ailleurs. Et il fallait à tout prix remporter cette rencontre face à la Croatie pour envisager la suite de la compétition avec plus d'optimisme. C'est vrai que l'on pouvait comprendre que face à la ténacité de l'adversaire et à la pression de tout un peuple assoiffé de victoire, que des crocs en jambes de l'adversaire mettent à des moments clés les nerfs de nos compatriotes à rude épreuve. Mais c'est justement à cet instant précis, à ce moment clé où l'adrénaline monte d'un cran, qu'un sportif de haut niveau fait preuve de la maîtrise de soi. C'est dans ce laps de temps où l'on veut mener l'assaut final que le fair play a tout son sens noble. L'acte d'anti-jeu d'Alexandre Son sur le joueur croate, ce coup de coude dans le dos immédiatement sanctionné par un carton rouge n'a pas du tout honoré notre football et notre cher et beau pays le Cameroun. Moins encore, toute l'Afrique, que nos Lions indomptables, au sommet de la gloire au Mondial 90, ont valeureusement représenté au point d'offrir 5 places
à la phase finale de cette Coupe du Monde à tout un continent, l'Afrique. Agir ainsi, en arborant le vert rouge et jaune, l'un des symboles phares de notre souveraineté, c'est renvoyer aux yeux du monde une image terne que le Cameroun, dans toute sa diversité ethnique, culturelle et sociologique, ne reflète pas. Ce fait isolé serait passé inaperçu si un autre spectacle décevant et déshonorant ne venait s'y greffer, portant un autre coup dur sur l'image de marque du Cameroun, le pays de Roger Bila, le footballeur du siècle. Cette image de Assou et Koto et de Mukanjo s'étripant à la suite d'un échange probablement peu courtois. Des images décevantes, indignes des stars de football comme Assou et Koto et Mukanjo, inadmissibles pour des porte-flambeaux de la République, des modèles adulés par la jeunesse camerounaise. Des faits et gestes que l'on ne souhaiterait plus revoir sous aucun fallacieux prétexte. Notre pays, le Cameroun, mérite mieux que ça. Lions indomptables du Cameroun, on reste dans le même traité de chapitre, la fiscalisation des primes, le nerf de la guerre. Mais les primes accordées aux Lions indomptables et à l'encadrement technique soulèvent la question sur la fiscalisation des fonds alloués qui sont prélevés auprès des contribuables. La loi est claire, il est temps que ces mesures soient mises en application. Serge Bondier. Équation bien difficile pour les Lions indomptables du Cameroun, avec de piètres prestations lors de ce mondial de football Brésil 2014. Les langues se délient, la tanière est profondément affectée et l'on évoque l'argent remis en guise de prime aux joueurs et autres encadreurs de l'équipe nationale du Cameroun. L'argent qui n'est pas celui des sponsors, mais celui du contribuable camerounais. D'abord, il est important de dire que les primes versées aux Lions sont fiscalisées au Cameroun. En effet, l'article 56 du Code général des impôts, clairement et sans ambiguïté, classe les revenus non salariés des sportifs dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Et dans cette catégorie également, on a les revenus des artistes et les revenus des professionnels libéraux. Selon les cas, les primes allouées doivent être situées, taxées et vu les dispositions prévues par la loi camerounaise. Ici, il faut qu'on distingue deux cas. Le premier cas, c'est celui des joueurs fiscalement résidents au Cameroun et le deuxième, c'est celui des joueurs non résidents. Dans le premier cas, des joueurs fiscalement résidents au Cameroun, eh bien, étant donné que nous sommes dans un système fiscal déclaratif, ces joueurs-là vont eux-mêmes déclarer les dits revenus à la fin de l'année. Nous sommes par exemple en 2014. Au plus tard, le 15 mars 2015, ils vont souscrire une déclaration de leurs revenus de l'année 2014. La partie versante des dites sommes a l'obligation, au terme de l'article 92 bis du Code général des impôts, de retenir à la source un acompte d'impôt qui est équivalent à 5,5%. Cet acompte-là sera prélevé à la source et viendra en déduction de l'impôt qui sera dû dans la déclaration déposée en 2015. L'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun parle alors d'un relent de patriotisme de la part des Lions indomptables et même de l'encadrement technique. C'est le lieu ici de lancer un appel aux Lions indomptables qui ont perçu ces sommes pour qu'ils assument leurs responsabilités citoyennes en venant spontanément reverser au trésor public les sommes qui auraient dû être retenues à la source au moment où ils ont perçu leurs primes. En attendant d'autres réactions au sommet sur la question, des mesures disciplinaires sur le plan fiscal urgent. Merci Serge Bondier pour l'éclairage de l'expert. Cap sur le Brésil avec Bouba Ngomna qui va immédiatement nous retracer la chronique de la débâcle des Lions indomptables. Sur place au Brésil, Bouba Ngomna. Comme au Mondial 2010, les Lions indomptables viennent une fois de plus d'être éliminés de la Coupe du Monde Brésil 2014. Même si certains supporters avaient encore espoir à cette équipe, l'humiliation doublée de la honte d'hier devant la Croatie a discrédité l'équipe nationale du Cameroun en mondovision et principalement aux yeux des Brésiliens qui croyaient dur comme fer que les Lions indomptables allaient accéder au second tour. Mais que non. Hier à Manaus, en lieu et place du Cameroun d'Albert Roger Mila, de François Omambik, de Patrick Mboma, pour ne citer que cela, on a vu plutôt des pom-poms girls camerounais
s'offrir un spectacle dans l'aréna de Manaus. Avec des looks d'une certaine époque, culotte taille basse, maillot Afritus sexy maquero, coiffure à la Nelson Mandela, battu à plate couture par l'afro des esclaves affranchis de l'Amérique. Comme si cela ne suffisait pas, il fallait ajouter aux yeux du monde l'esprit grégaire, j'allais dire bestial, de Benoît Assou Ekoto, qui, débordé par les assauts croates, s'est senti obligé de verser sa bile sur le pauvre Mukanjo, qui, contrairement aux autres pom-pom girls, a mouillé le maillot. Il fallait s'y attendre, sinon comment comprendre que des personnes qui, après avoir refusé l'étendard du Cameroun, puissent venir défendre valablement les couleurs de notre pays. Que dire d'un entraîneur obstiné et dépassé qui, au nom de l'équipementier et de ses complices tapis à la FECAFOOT au ministère des Sports, se comporte comme Tintin au Congo. Si le président du comité de normalisation a le toupet de virer d'un hôtel un ministre de la République et une délégation officielle pour une histoire d'argent. Une délégation pléthorique, oiseuse, constituée des frères, beaux-frères, petites copines, chauffeurs et chefs de village, il n'y a qu'au Cameroun que cela existe. Espérons seulement que les responsabilités de cet échec planifié et programmé seront tirées au clair avant le match contre le Brésil, qui sera sans pitié pour nos champions de boxe et de lutte traditionnelle. De toutes les façons, on espère le meilleur pour les Lions indomptables face au Brésil. Mettons immédiatement le cap sur la ville de Yaoundé avec Debo Andébé, à Yaoundé, où on parle toujours de cette débâcle des Lions indomptables du Cameroun, qui pour certains ouvre le champ à une reconversion des primes en œuvre caritative. Debo Andébé. Face à la Croatie, 4-0. On parle surtout du geste d'Alexandre Song et du carton rouge et surtout du geste de Benoît Assou Ekoto face à Benjamin Mukanjo. Un match au goût amer vécu par les Camerounais et parmi ces Camerounais, Alain Ebel-Olinga et Hervé Noumé. 4-0, le score est bien trop lourd pour la tête du vieux lion qui n'en revient toujours pas. Je dirais même avant même que cette équipe ne rentre, ceux qui aiment ce pays, on doit déjà s'asseoir, commencer à refonder notre équipe. Pourtant, tout avait si bien commencé au début du match. Les Lions indomptables ont donné l'espoir pendant les 10 premières minutes avant le but croate. Blessés, les coéquipiers de Nicolas Nkoulou ont tout donné, même des coups. Alors ce carton rouge nous a complètement assassinés. C'est dommage que lui puisse faire ce geste, parce que quand on joue dans des grands clubs, on ne fait pas ce genre de geste. À la seconde mi-temps, la saignée continue. Les Croates empilent les buts aux Lions indomptables. L'humiliation est insupportable. Il faut que le chef de l'État réagisse. Parce que la colère va être très difficile pour tout le monde ici. Parce que grave, c'est grave. Non seulement c'est grave déjà au football, mais c'est grave même déjà que nous commençons à barrer entre nous dans le stade. Ça devient lamentable. Quelques jours plus tôt, l'ambassadeur itinérant avait émis des inquiétudes au sujet des choix de l'entraîneur. Coup du destin au regard d'homme avisé, la défaite du 11 de Volker Finke face à la Croatie semble être l'arbre qui cache la forêt. Je l'ai dit, il a passé plein de temps sans entraîner. Lorsque je disais si personne ne me croyait, le président de comité de nomination a dit que non, c'était le meilleur entraîneur, parmi les 10 meilleurs entraîneurs de l'histoire du football allemand. Bon, et je crois que les Camerounais ont vu la preuve. Le Cameroun est éliminé sans aucun doute. Il faut tout recommencer dans le football camerounais. Il n'y aura pas d'élection ici tant qu'on ne va pas revenir aux règles de la FIFA. Vraisemblablement, le football camerounais s'achemine vers un nouvel épisode plein de rebondissements. Tous les marcouilles qui sont en train de faire là où on a Joseph et tout ça marché tout, nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus. Il faut que tous dégagent. Affaire à suivre. L'humiliation de notre équipe nationale, vous le verrez dans ce reportage qui va suivre, est mal perçue par les parlementaires. Sénateurs et députés interrogés ce jour par nos équipes sont très remontés contre notre 11 entrant d'hier et demandent que les responsabilités soient établies. Ils vont plus loin à parler de l'ouverture d'une enquête parlementaire. Justin Pierre-Essono, Samuel Bonis. Comme un deuil, députés et sénateurs camerounais en session parlementaire ploient ce matin de jeudi sous le coup de la débâcle des Lions au mondial brésilien.
Séminaires et audiences du jour sont achetés par l'élimination du Cameroun. L'enquête parlementaire vivement souhaitée à l'Assemblée nationale appelle un traitement à froid, tant pour les députés, l'équipe nationale a eu un comportement non républicain. Dommage, parce que avec tout ce qu'on a fait pour eux, tout le chantage qu'ils ont fait pour donner un tel résultat, c'est vraiment exécrable. Nous sommes aujourd'hui au Cameroun dans un budget programme qui veut dire que les moyens mis pour des résultats attendus, la même chose devrait être établie au niveau du football. Je proposerai tout simplement qu'on fasse désormais des enquêtes de moralité pour recruter les joueurs de l'équipe nationale. Les députés sont dépités, les sénateurs camerounais aussi. Premier parmi les derniers, les Lions donnent à questionner les emblèmes nationaux, les symboles de l'État et les institutions de la République. Et je crois vraiment qu'il faut vraiment passer à la vitesse supérieure parce que ce qui s'est passé vraiment c'est décevant. Je crois que c'est une faute lourde. Vraiment qu'on revoie encore le cas des Lions. C'est indomptable. Il faut qu'on revoie encore le problème. Si on joue par rapport à l'argent, d'accord. Et si on joue par rapport à l'intérêt de la nation, je laisse la parole vraiment aux gens de droit. Depuis le Brésil où il se trouve encore, pour un dernier match pour la forme, les Lions sont déjà perçus par les parlementaires camerounais comme sujet qui mérite un traitement dans une république qui se veut exemplaire. Avant de prendre le vol pour le Brésil, vous l'avez suivi, chaque Lion indomptable avait perçu 56 millions de francs CFA pour un résultat des plus décevants. Alors faisons cet exercice avec notre reporter du jour à Nongefak entre équation et conversion des primes des Lions en œuvre caritative. 6 chances étaient données, par exemple, à une association d'encadrement d'orphelins ou d'enfants en détresse d'avoir 56 millions de francs. Qu'est-ce qu'elle allait en faire? Équation, 23 joueurs fois 56 millions de francs CFA, tout égal à 1,288 milliards. Équation sans inconnu, les Lions et leurs primes qui fascinent plus d'un Camerounais. C'est vraiment beaucoup. Les mathématiques à la table du foot, considérons donc les joueurs comme X et remplaçons-les par les associations à but social reconnues par leurs œuvres caritatives. Projet Esther de l'Alliance biblique du Cameroun, la lumière des filles mères et filles victimes d'exploitation sexuelle, le projet Bon Samaritain pour les vulnérables du VIH et leurs malades en premier essai de solution. Avec 56 millions, nous pouvons toucher pas moins de 20 000 personnes dans notre système, dans notre façon de faire à l'Alliance biblique. Il y a aussi le CIPCRE et sa lutte contre la traite des enfants emballés de charité. 56 millions. Il y a des enfants qui sont tellement abusés sexuellement et qu'il faut les soutenir. Il faut la prise en charge, par exemple. Il faut assez de moyens. Les handicapés, leurs besoins de prothèses, de béquilles et de fauteuils roulants, les écoles et hôpitaux en nécessité de conversion. Il faut tout un village avec la diaspora et faire 5 salles de classe, des centres de santé qui avec 2 fois moins que ça. Autre équation subséquente, mais à un inconnu, combien faut-il de X années de travail, fonctionnaire ou non, pour assembler cette somme? Oh là là, mais ça c'est beaucoup. Il faut beaucoup d'années. Le résumé de tout ça peut faire tout ce que j'ai gagné tout le long de ma carrière. Le foot, un métier à part, un métier à gros sous, dirait-on. Et contrairement aux Lions indomptables à qui on donne des gros moyens et qui ne parviennent pas à produire résultats, il y a ceux qui font aujourd'hui bon usage des moyens qu'on leur donne. Il s'agit de nos soldats qui sont engagés dans la lutte contre Boko Haram à l'extrême nord. Nos envoyés spéciaux, Constant Kamga et Karel Yemelong, ont pu le constater. Marois, chef-lieu de la région de l'extrême nord. C'est ici qu'est mise en œuvre l'opération Émergence 3, du nom de code de la chasse ouverte à Boko Haram au Cameroun. Aux confins du maillot de Sanaga, jusqu'au bord du lac Tchad et à l'intérieur, c'est grand. On ne met pas les gens sur le terrain comme ça. C'est par rapport à une analyse du terrain, des possibilités d'action ennemie. Donc on analyse et on se dit que là ou là. Cet homme coordonne l'opération. Il assure que flexibilité et mobilité sont de mise, puisque l'ennemi est peu conventionnel.
pouvez très bien faire ça, mais c'est quelqu'un qui vous fréquente aujourd'hui et après, dans la nuit, redevient un Boko Haram. Sur le terrain, l'armée camerounaise n'a pas à rougir de son dispositif. Ce bâton est implanté ici depuis 1994 et il a pour mission principale la défense de la frontière dans le Mayo Sava avec le Nigeria. Et pour l'heure, ce bataillon est dans le cadre de l'émergence en train de faire le contrôle de zone. Dans le contrôle de zone, il érige les barrières pour filtrer les zones qui entrent, pour fouiller, tenir les carrefours, et tenir les axes qui entrent dans le pays à partir de la frontière. 19 postes avancés de combat le long de la frontière, comme celui-ci à Amchidé. Sur cette image, les militaires sont au Cameroun et le troupeau à un jeu de pierre est au Nigeria. À Dabanga, la flaque d'eau est la frontière entre les deux pays. L'une des attaques les plus meurtrières pour Boko Haram a eu lieu ici. Depuis, la vie a repris son cours. L'armée est renforcée, les populations renseignent sur les suspects et le moral des troupes est bon. De quoi dissuader les plus fous d'Allah et rassurer même les animaux du parc de Ouaza. Au pied de ces reportages de Karel Liemion, de Constant Kamga, le général de brigade Ebaka, commandant l'opération Émergence 3, revient sur la complexité de la menace de la secte Boko Haram. Et nous nous réjouissons du fait que petit à petit la population comprend, les chefs traditionnels comprennent, oui, tout le monde se mobilise. Je peux déjà vous le dire comme ça, depuis les dernières rencontres, mon colonel, nous avons déjà, personnellement, je reçois 4-5 enveloppes qui nous ont déjà permis de mettre la main sur 4 grands ponts. Les populations s'asseyent dans un quartier à Garoua. On nous a écrit et ils ont dressé une liste de tous ces personnels. Ils ont signé le papier pour nous dire voilà, nous disons que tel est suspect, il va, il revient, et on a pris le bonhomme. Journée mondiale de la drépanocytose, la prise en charge de la maladie reste un problème sérieux au Cameroun. Malgré des efforts du gouvernement, l'accès aux médicaments très difficile, le traitement lui-même coûteux et le personnel médical spécialisé rare. La drépanocytose touche 3 à 4% de la population au Cameroun. Environ 4000 cas sont recensés à Yaoundé. Des patients dont la prise en charge n'est pas toujours évidente. Jusqu'à présent, il y a très peu, n'est-ce pas, de personnes qui s'intéressent encore à cette branche de la médecine. Donc, avec le peu de personnes que nous avons, nous essayons, n'est-ce pas, de gérer ces patients. Au-delà du personnel soignant et autres spécialistes, il est difficile de définir le coût exact du traitement. Nous avons ce qu'on appelle l'hospitalisation du jour, c'est-à-dire que le patient qui arrive pour une simple crise vaso-occlusive, n'est-ce pas, lorsque nous avons levé la crise, le patient peut rentrer. Mais lorsque la crise persiste, il faut donc garder le patient pour rechercher, n'est-ce pas, s'il n'y a pas d'autres problèmes sous-jacents. Certains parents disent dépenser plus de 100 000 francs CFA pour une simple crise. Par vague de crise, pour une simple crise, on peut aller à 80 000, voire 100 000. Un véritable calvaire pour les drépanocytaires qui vivent sous médicaments. Pour moi, mes médicaments, je les prends tous les jours. Parce que si tu sautes un jour, tu peux avoir des crises. Une situation qui, fort heureusement, n'influence pas sur leur parcours scolaire dans certains cas. Au niveau scolaire, même pédagogique, je pense que nous sommes même meilleurs par rapport aux élèves normaux. Loin d'être une fatalité, la drépanocytose est une maladie évitable selon les experts. Il suffit de faire des tests de dépistage avant tout enfantement. Et bien, cette journée mondiale de la drépanocytose a été marquée à Douala par la présence du ministre de la Santé publique. Et c'est l'objet du retour de l'information avec vous, Ruben Malinjouissi. En débat, il faut dire que le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, était à Douala ce matin pour procéder à l'inauguration du centre intégré de prise en charge de la drépanocytose, le centre Emmanuel Bilong à l'hôpital Lakintini de Douala. Eh bien, la cérémonie d'inauguration a eu lieu. 350 millions de francs CFA représentent le coût total de ce bijou de 2 étages.
Le ministre de la Santé publique, comme à l'accoutumée, a coupé ce jeudi le ruban. Un geste qui symbolise l'inauguration du centre intégré de prise en charge de la drépanocytose à la Cantini de Douala. Ce centre a vu le jour grâce à Feu Emmanuel Billon, drépanocytaire engagé dans la lutte contre cette maladie héréditaire. Allocutions, prestations scéniques et humour ont ponctué cette cérémonie d'inauguration. Pour les drépanocytaires, ce centre est un début de solution aux multiples problèmes qui les accablent. Nous, l'Association nationale des drépanocytaires, nous disons merci à tous ceux qui ont contribué de près et de loin pour la construction de ce centre. Au Cameroun, plus de 4 millions de personnes peuvent transmettre la drépanocytose. On compte 4 300 naissances d'enfants drépanocytaires chaque année et 50% en meurent avant leur deuxième année. Pour combattre ce fléau, les missions du centre de prise en charge de la drépanocytose sont claires. Les patients seront pris en charge, mais c'est également un endroit où une communication, des informations pourront donner aux parents pour voir comment est-ce qu'ils peuvent tenir les enfants souffrant de drépanocytose. La cérémonie s'est achevée avec une visite guidée du pavillon. Pavillon qui évitera à de nombreux malades de mourir dans la douleur, le mépris et le silence. À Baganté, dans la région de l'Ouest Cameroun, victimes assujetties autant pour moi au quotidien. Il a fallu la médiation du préfet pour que les activités... Ce jeudi matin, aucune moto n'est visible sur les routes de Baganté. Les mototaximens de Baganté ont arrêté le travail ce matin. Mobilisés devant la préfecture d'Undé, ils expriment leur mécontentement, espérant d'être reçus par le préfet. Le commissaire a le cheveu blanc là, il est en train de déranger. Bon, il arrête les motos, on ne connaît pas pourquoi ils arrêtent les motos. Ils arrêtent les motos et puis ils demandent 10 000, 20 000, 25 000. Ils ne demandent pas les papiers de moto. Et le père là, il est venu nous déranger ici là. Nous, on ne connaît pas comme ça parce que le matin, le maire, il a bien nous retenu ici à Baganté. On n'a pas le problème. À cause de ça, c'est ça, on avait grévé à cause de le cheveu blanc là. Et nous sortons de chez nous chaque matin pour chercher notre pain quotidien. Mais ils nous empêchent. Ils confisquent nos motos sous peine de caution. On verse les sommes de 25-30 000. Pourtant, nous ne pouvons pas travailler 2 000 par jour. Les accusations semblent graves. Le préfet d'Undé, Ernest Christian Ebélin, reçoit alors les mototaximens et tient une réunion de crise avec à ses côtés le procureur de la République, le sous-préfet, le maire et les responsables de maintien de l'ordre. Il s'agissait tout simplement d'un mouvement d'humeur imputable aux agissements de certains de nos agents de force de maintien de l'ordre, mais aussi imputable à la volonté de nos amis clandomanes de toujours se soustraire à la réglementation en matière dans leur secteur. Après échange et débat, le préfet d'Undé promet l'ouverture d'une enquête. Mais alors, appelle au retour au calme et au respect des textes. Nous avons essayé d'aplanir cette situation. Ordre a été donné de ce que les motos qui auraient été irrégulièrement saisies soient restituées après les vérifications d'usage et que les postes de contrôle qui ne seraient pas réglementaires soient immédiatement levés. Et je crois que les mototaxis, comme l'administration, nous nous sommes entendus et la vie va reprendre son cours normal dans la ville de Baganté. Immédiatement, les bensikineurs ont repris leur boulot. Mais avant, ils ont promis de se conformer à la réglementation dans l'espoir d'être à l'abri des tracasseries et abus des policiers et gendarmes. Des dizaines de leaders de la communauté musulmane de Douala 2e se sont réunis aujourd'hui avec le maître Denis Fampou, maire de Douala 2e, pour trouver des voies et moyens afin de barrer la voie Boko Haram. Maria Mouloukman. Ils se comptent par dizaines, les imams, chefs et dignitaires musulmans de la commune d'arrondissement de Douala 2e, dans la salle des actes de la mairie, en présence du maire et ses adjoints. Ils penchent sur les questions sécuritaires au Cameroun et sur la menace terroriste Boko Haram.
Tour à tour, chaque leader a rappelé la place de la paix en islam. Pour tous, une chose est indéniable, la secte Boko Haram est un fléau et ne respecte aucun précepte islamique. En plus de l'invocation à Allah, éveil permanent, vigilance et dénonciation sont recommandés aux habitants de Douala II. Ce que nous devons faire, c'est d'informer. Informer les autorités administratives, informer les autorités de maintien de l'ordre de tout ce qui est suspect dans nos quartiers et dans notre arrondissement. C'est d'expliquer à nos enfants qui peuvent avoir une oreille attentive à la campagne de propagande de Boko Haram qui dit que Boko Haram, l'école occidentale, est haram, c'est-à-dire est illicite, qui n'écoute pas cela. Parce que même le prophète nous a conseillé d'apprendre l'islam, notre religion, et d'apprendre aussi l'école de la vie pour vivre. Pour le maire Denise Fompou, la rencontre qui se veut familiale est un appel à la préservation de l'unité entre les New-Bellois. Cette communauté musulmane, à l'unanimité, a barré la voie au Boko Haram dans l'arrondissement de Douala II. Douala II regorge une forte justement, communauté musulmane et donc il était donc nécessaire, même impérieux, que cette communauté se réunisse pour montrer leur détermination à combattre ce phénomène et surtout apporter leur soutien au président de la République, son Excellence Paul Biya. Ce 19 juin, l'exécutif communal et la communauté musulmane de Douala II formulent et signent la déclaration de condamnation des actes de Boko Haram, de réaffirmation du soutien patriotique et d'appel à la tolérance et au dialogue prescrit par le Saint-Coran. Comment orienter la politique nationale de population vers l'atteinte des objectifs du millénaire du développement? Eh bien, un atelier de validation du pré-rapport de suivi de mise en œuvre du plan d'action de la déclaration de la politique nationale de population s'est tenu à Douala à cet effet. Le compte rendu de Jean-Christian Akam. Santé, éducation, emploi, urbanisation et promotion de la femme. La région du littoral veut jauger au détail près la qualité de sa population pour construire un capital humain spécialisé pouvant s'impliquer dans le développement. Une politique de la population dont le rapport de suivi et la mise en œuvre sont en étude à Douala. Le travail que nous faisons aujourd'hui va contribuer à nourrir la déclaration du Cameroun à cette rencontre aussi importante qui va permettre de définir les objectifs de développement pour les prochaines années. Des premiers éléments de pré-rapport, il ressort une urbanisation galopante du fait de l'exode rural. Cette forte concentration des populations jeunes en métropole constitue déjà un défi majeur à l'atteinte des objectifs du millénium pour le développement. L'évaluation permet de voir ce qui a été fait et qui peut avoir un changement efficace sur la condition de vie des populations. Donc si nous ne faisons pas d'évaluation, il sera très difficile pour nous de savoir qu'est-ce qui a changé. Donc le rapport de tout à l'heure nous montrera quels sont les changements qui ont été apportés dans la vie quotidienne des populations. Les participants sont unanimes à le reconnaître. L'investissement dans les secteurs qui favorisent la transition démographique est permanent et la qualité de la population en dépend. Intoxication alimentaire à la chaîne en Guinée-Conakry. Une restauratrice a fait cuire du riz à l'huile de moteur qu'elle a confondu à l'huile d'arachide. Bilan, près de 140 personnes hospitalisées. Le point avec Michel Loctard de AITV. Du riz cuisiné à l'huile de moteur. 140 personnes ont été hospitalisées mardi à Conakry après avoir consommé un plat acheté dans une échoppe de la capitale guinéenne. Rapidement sujettes à des vomissements et à des douleurs abdominales, elles ont été admises dans le principal hôpital de la ville. C'est une dame qui vend du riz, qui a confondu l'huile de verin à l'huile rouge. Donc qui a préparé l'alimentation avec l'huile de verin.
Et c'est au cours de ça que tout le monde s'est présenté là avec ses maux de ventre, cette diarrhée. Parmi les personnes hospitalisées, la tenancière de cette gargote, elle-même victime de cette intoxication alimentaire. Elle affirme avoir acheté cette huile frelatée à 2 jeunes, pensant que c'était de l'huile d'arachide. C'est une voisine de quartier qui est venue l'alerter. J'ai téléphoné à la vendeuse et je lui ai dit que son riz faisait vomir tout le monde. Nous sommes allés à la boutique et nous avons vérifié le bidon d'huile. Et là, on s'est rendu compte que c'était de l'huile de moteur. Aucun décès n'est à déplorer, mais on est sans nouvelles d'un groupe de pêcheurs qui avait acheté ce plat juste avant de partir en mer. Cette intoxication a créé un moment de panique, certains pensant qu'il s'agissait d'une flambée de fièvre Ebola. Nous mettons ainsi un terme à cette édition du 20h sur Canal 2 International. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Mais rappelons quand même que nous sommes à la 16e minute du match opposant l'Uruguay à l'Angleterre. 0 but partout. À demain.